Certaines histoires n'ont jamais été prouvées. Pourtant, elles traversent le temps. Maisons hantées, créatures inconnues, mythes anciens et phénomènes inexpliqués. Ici, on ne cherche pas à prouver, on cherche à comprendre. Bienvenue dans Au-delà des preuves. Il existe des histoires qui s'inscrivent dans nos mémoires, comme des fantômes qui nous hantent. Des histoires qui restent certaines fois sans réponse et amènent à se demander si tout cela ne dépasserait pas le réel. Nous allons vous parler d'un drame survenu en 2004, qui a marqué et marque encore l'ouest de la France. Cette histoire est celle de Jonathan Coulomb, un jeune garçon dont la disparition reste encore à l'heure actuelle inexpliquée. Dans cet épisode, nous n'allons pas chercher à expliquer l'inexplicable, ni à ajouter de l'ombre à l'ombre. Nous allons cependant retracer l'histoire et mettre en lumière certains événements tragiques survenus cette nuit-là. Entre émotion, zone d'incertitude, silence, parfois, le réel dépasse ce que notre esprit accepte facilement. Bienvenue dans Au-delà des preuves. Pour comprendre comment cette affaire a alimenté des rumeurs de phénomènes inexpliqués, il faut revenir là où tout a commencé, à Saint-Brévin-les-Pins. Jonathan, un petit garçon sage, surnommé Titi par ses parents, n'a alors que 10 ans et demi lors de ce séjour. Il habite à cette époque à Orval, dans le Cher, avec ses 3 sœurs. C'est un garçon timide et méfiant, mais très souriant. Rien, absolument rien, ne semblait annoncer cette disparition. Et pourtant, le 31 mars 2004, Jonathan ainsi que 24 enfants de CM1 et CM2 partent en classe découverte en bord de mer en Loire-Atlantique. À cette période, la commune est déserte. Les vacances d'été étaient encore loin et la moitié des résidences n'étaient donc pas occupées. Durant une semaine, le centre de vacances PEP 18 à la station balnéaire de Saint-Brévin-les-Pins va devenir leur lieu de séjour. Jonathan dormira à ce moment avec 5 autres camarades de son âge dans la chambre Pouliguen. Pourtant, ce centre n'était pas si bien équipé. Il n'y avait pas de poignée à l'intérieur des chambres et la porte ne devait donc jamais être fermée quand quelqu'un était à l'intérieur. De plus, le grillage qui séparait le centre de vacances et la route bleue était éventré et affaissé à plusieurs endroits. Les premiers jours se passent au mieux. Les enfants s'amusent et découvrent leur nouvel environnement. Les instituteurs restent toujours autour et sont là pour leur proposer toujours plus d'activités. Le soir du 6 avril 2004, une boum est organisée et les enfants sont autorisés à se coucher plus tard. Vers 23h, chacun regagne son lit, pendant que dans le bâtiment adjacent, d'autres continuent la soirée pour célébrer le BAFA. Le silence se fera vers 2h du matin et près de la dernière ronde. Le 7 avril 2004, aux alentours de 7h du matin, tout bascule. Jonathan n'est plus dans son lit. Ses affaires n'ont pas bougé, mais son lit est défait. À ce moment-là, toute la soirée est retracée. Le surveillant, lors de sa dernière ronde, est sûr d'avoir vu que le petit garçon dormait. Cependant, la conductrice du bus fait une révélation qui va tout remettre en cause. En se rendant aux toilettes dans la nuit, elle avait constaté que la porte de la chambre où dormait Jonathan, qui donnait sur l'extérieur, était grande ouverte. Elle l'a donc refermée avant d'aller se coucher. Une enquête est alors ouverte. Jonathan Coulomb a bel et bien disparu. Durant des jours, tout le monde s'active pour comprendre ce qui a bien pu arriver. Une tache de sang est trouvée sur le drap du lit où dormait Jonathan. Une vaste campagne de prélèvements et d'analyse ADN est alors réalisée, mais en vain. Les enquêteurs découvrent que c'est en fait le sang d'un enfant qui avait dormi dans les draps avant Jonathan. La seule piste reste donc la porte ouverte, sans aucune empreinte dessus. Le 16 avril 2004, le procureur de Saint-Nazaire ouvre alors une enquête judiciaire pour enlèvement et séquestration d'un mineur. Cela fait 10 jours que l'enfant est introuvable. À ce moment-là, un témoin déclare avoir vu une berline immatriculée avec des plaques allemandes, stationnée près du centre de vacances la nuit de la disparition. Les enquêteurs allemands contactent alors le 22 avril 2004 les gendarmes présents, car l'affaire ressemble étrangement à celle d'un tueur en série allemand, surnommé l'homme en noir. Il est soupçonné d'avoir commis une quarantaine d'agressions sexuelles sur des garçons de l'âge de Jonathan, lui aussi dans des colonies de vacances ou des campings en bord de mer. La piste reste inutilisable à cause du manque de preuves, et les gendarmes sont sans piste. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? Où est le corps? Et surtout, comment la porte a pu être ouverte malgré la surveillance? Tout semble flou et mystérieux. C'est alors que le 19 mai 2004 au soir, un corps est retrouvé dans un étang à Guérande près d'un couvent.
Celui-ci était nu, ligoté, en position fétale et lesté d'un porpin. Son cou, ses poignets et ses chevilles sont liés par une cordelette nouée avec des nœuds marins, tous réalisés avec précision. L'étang étant pourtant invisible de l'extérieur de la propriété. L'histoire devient de plus en plus inexpliquée lorsque les médecins légistes ayant autopsié le corps de Jonathan concluent alors qu'il n'est pas mort noyé. Son corps ne présente aucune lésion osseuse, ni blessure, ni de traces d'étranglement, ni d'éléments toxiques. Aucune explication n'est alors cohérente sur la disparition. Les enquêteurs, eux, se basent alors sur la piste de la mort par étouffement, et qu'il a été séquestré un temps avant d'être tué, puisque personne n'a de piste sur l'endroit où il se trouvait tout ce temps. Pendant 7 ans, aucune explication ou piste n'est trouvée. C'est en avril 2011 qu'un Allemand nommé Martin Ney, ancien éducateur devenu pédagogue, est arrêté à Hambourg. Il avoue de nombreuses agressions sexuelles et les meurtres de 3 garçons allemands en 1992, 1995 et 2001. Cependant, il niera les faits d'être l'auteur du meurtre de Jonathan. La piste du tueur allemand, n'étant donc pas concluante, est alors abandonnée et les recherches se concentrent sur un prédateur sévissant dans une douzaine de centres de vacances dans le secteur de Guérande, Saint-Brévin-les-Pins et La Turballe. Malheureusement, cette piste est encore abandonnée par manque de preuves et de logique. À l'heure d'aujourd'hui, le meurtre de Jonathan Coulon est, aux yeux de la justice, résolu. C'est le prédateur Martin Ney qui a été mis en examen et déclaré coupable de cet enlèvement et de ce meurtre. Cependant, celui-ci n'a jamais avoué ce meurtre et a fait appel à cette décision. De plus, des voix et des cris se font entendre près de l'étang. Serait-ce Jonathan ? Beaucoup de questions se posent encore et cette affaire n'est pas pour autant résolue aux yeux de tous. Comment la porte a-t-elle pu être ouverte ? Et comment personne n'a vu quelqu'un rentrer ? Pourquoi personne n'a entendu de bruit la nuit du 6 au 7 avril ? D'où viennent ces cris ? Pourquoi Martin Ney aurait-il avoué tous ces meurtres, mais pas celui-ci ? Finalement, que s'est-il réellement passé ? Après avoir plongé dans les zones d'ombre de l'affaire Jonathan Coulon, entre faits troublants et interrogations persistantes, nous laissons maintenant la place à un témoignage qui fait basculer le récit aux frontières du relationnel. Eh bien bonjour, merci de m'accueillir un peu de temps pour cette interview. Je vous en prie, bonjour. Alors je voulais savoir comment vous aviez connu Jonathan. Jonathan, c'est dans mon milieu professionnel. Un de mes collègues l'avait accompagné lors de cette sortie. D'accord, ok. Et comment il était-il au quotidien ? C'était un petit garçon. Il était réservé, timide, mais d'une gentillesse, un enfant très gentil. D'accord. Et sa famille avait-elle des soucis en particulier ou des petits conflits Non, pas à ma connaissance. La vie de sa maman, comment a-t-elle réagi après cette disparition Malgré que ça fasse 20 ans, c'est encore à l'heure actuelle très compliqué d'en parler. C'est une histoire qui est encore taboue, on peut dire, en fait. D'accord. Et comment vous trouvez cette histoire ? Il y a tellement de choses floues. Pourquoi la porte était ouverte ? Comment que ça se fait que personne ait rien entendu ? Puis pourquoi on fait ça à un enfant, en fait ? C'est pas logique. Je suis d'accord avec vous. Et est-ce qu'un criminel a été identifié ? Pour le moment, une personne a été arrêtée, mais pas pour ce meurtre-là. C'est pour le meurtre de d'autres enfants. C'est un ancien animateur de centre en Allemagne. C'est un pédophile et un tueur en série. Il a reconnu plusieurs attouchements et des crimes, mais pas celui de Jonathan Coulon. D'accord. Et je vous remercie en tout cas pour ces questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. 22 ans après, l'affaire ne connaît toujours pas d'explication logique. Peut-on parler de faits paranormaux ?
Est-ce que l'âme de Jonathan pourra un jour reposer en paix ou restera-t-elle hantée les lieux? Ce qui est sûr, c'est que ces bruits étranges ne sont jamais arrêtés. Vous aimez l'épisode? Soutenez le podcast Au-delà des preuves avec un like, un commentaire ou 5 étoiles. Et abonnez-vous pour découvrir les prochains récits. D'autres épisodes sont déjà disponibles. À bientôt!